Salut à toi, taureau de l'Occident. Thoth, le roi de l'éternité, est avec moi. Je suis le grand dieu auprès de la barque divine. J'ai combattu pour toi. Je suis l'un de ces dieux, ces princes divins qui ont établi la vérité d'Horus face à ses ennemis au jour de la pesée des paroles. Tels sont les mots ouvrant le livre des morts. Au cœur du désert, sous le sable brûlant, reposent encore les traces d'un monde disparu. Des tombeaux silencieux, des statues immobiles, des textes gravés pour traverser les siècles. Depuis plus de 3000 ans, l'Égypte ancienne continue de nourrir notre imaginaire, avec ses pharaons, ses dieux, ses mystères. Peu de civilisations ont autant fasciné notre regard. Une fascination faite de grandeur et d'étrangeté, de temples monumentaux et de secrets enfouis. Une civilisation qui semble encore murmurer depuis ses tombeaux, comme si les voix du passé cherchaient à parvenir jusqu'à nous. Mais parmi tous les symboles associés à l'Égypte ancienne, il en est un qui occupe une place particulière. Une silhouette immédiatement reconnaissable. Un corps enveloppé de bandelettes, surgissant de l'obscurité d'un tombeau oublié. Une présence silencieuse, presque humaine, mais pourtant étrangère. Une figure devenue indissociable des récits fantastiques et des histoires d'horreur, la momie. Depuis les premiers récits d'exploration jusqu'aux grandes productions hollywoodiennes, cette image n'a cessé de hanter notre imaginaire. Elle incarne la peur de ce qui aurait dû rester enfoui, la fascination pour les secrets que le passé refuse de livrer, mais aussi l'idée troublante que certaines frontières ne sont peut-être pas aussi définitives qu'elles le semblent. La momie appartient à ces créatures singulières du cinéma. Elle n'est pas née d'un monde totalement imaginaire. Elle prend racine dans un monde bien réel, dans ses monuments, ses symboles et les traces qu'elle a laissées derrière elle. Mais au fil du temps, ces traces ont été transformées, réinterprétées, parfois même réinventées. À travers les films qui lui ont donné vie, la momie est devenue bien plus qu'un simple monstre. Elle est devenue un personnage mythologique à part entière, une figure reconnaissable au même titre que le vampire, le loup-garou ou la créature de Frankenstein. Une créature dont nous connaissons les codes, les images et les histoires, parfois sans même savoir d'où elles viennent réellement. Car la question que pose la momie est finalement une question plus vaste. Comment naissent les mythes ? Comment une réalité ancienne devient-elle une légende ? Et comment une légende finit-elle par nous sembler aussi familière que les récits fondateurs dont elle s'inspire ? Les mythes ne meurent jamais vraiment. Ils traversent les siècles, changent de visage et trouvent parfois une nouvelle vie dans les récits que nous croyons connaître. Certains naissent dans les temples, d'autres dans les livres, et certains encore dans les salles obscures. Sachez-le, cette créature est porteuse de mort éternelle. Elle n'a pas faim, elle ne dort jamais, et rien ne l'arrêtera jamais. Bienvenue dans Mythobobine, épisode 4. La momie, un mythe peut en cacher un autre. Avant de devenir une créature de cinéma, la momie est d'abord une réalité profondément ancrée dans la civilisation égyptienne antique, bien qu'elle ne soit pas la seule à la pratiquer. Cette première rencontre avec la momie est essentielle, car elle révèle un paradoxe fondamental. La momie égyptienne est beaucoup de choses, mais elle n'est pas un monstre. Je suis un être humain! Pendant près de 3 millénaires, les anciens Égyptiens ont développé des pratiques funéraires destinées à accompagner les morts dans un nouvel état d'existence. Ces pratiques reposent sur une idée, celle que la mort n'est pas une disparition définitive, elle est une transformation. L'être humain ne s'y résume pas à son corps visible. En effet, dans ce système de croyance, la personne est composée de plusieurs éléments qui participent à son identité et à son existence. Parmi eux, le Ka, souvent associé à une force vitale, et le Ba, fréquemment représenté sous la forme d'un oiseau à tête humaine, joue un rôle central. Après la mort, ces composantes de l'être continuent d'exister et doivent pouvoir être maintenues en relation avec le défunt, d'où cette place centrale du corps. À cette fin, il fallut trouver un moyen de faire face au temps, car si l'existence du défunt devait se poursuivre au-delà de la mort, encore fallait-il préserver ce qui permettait de maintenir son identité. C'est dans cette nécessité que s'inscrit la pratique de la momification. L'embaumement égyptien n'est pas apparu sous une forme définitive dès les premières dynasties. Il s'est développé progressivement au fil des siècles, à mesure que les pratiques funéraires évoluaient.
Les premières sépultures du désert bénéficiaient déjà naturellement de la chaleur et de la sécheresse du sable qui pouvaient contribuer à la conservation des corps. On ignore ce qui poussa exactement les Égyptiens à faire évoluer leurs pratiques. Les spécialistes s'accordent pour faire de la 3e dynastie, entre 2750 et 2675 avant notre ère, le moment où la momification prend son essor au sein des classes supérieures. C'est cela, oui. Elle devint alors un véritable rituel, réalisé par des spécialistes et accompagné de gestes religieux précis. Le corps était d'abord préparé, les organes internes étaient retirés, à l'exception du cœur, qui occupait une place particulière dans la pensée égyptienne puisqu'il était considéré comme lié à l'identité et au jugement du défunt. Les organes retirés étaient généralement conservés dans des vases appelés canopes, représentant les 4 fils d'Horus, Amset, Hapi, Douamutef et Kébé-Sénouf. Aucun lien, je suis fils unique. Le corps était ensuite desséché grâce au natron, un mélange naturel de sel utilisé pour éliminer l'humidité des tissus. Après cette période de déshydratation, il était nettoyé, rembourré afin de conserver sa forme et enveloppé dans de nombreuses bandes de lin. Des amulettes et des objets protecteurs pouvaient être placés entre les bandelettes afin d'accompagner le défunt dans son voyage vers l'au-delà. L'ensemble de ce processus pouvait durer plusieurs semaines, traditionnellement associé à une période d'environ 70 jours pour les momifications les plus élaborées. Il ne s'agissait donc pas d'une simple technique de conservation, mais d'un rituel complexe où les gestes matériels et les croyances religieuses étaient indissociables. La momification n'est pas une manière d'empêcher un mort de quitter le monde des vivants. Elle n'est pas destinée à provoquer un retour ou une résurrection physique. Elle répond à une autre logique, préserver le corps afin que l'identité du défunt puisse continuer d'exister au-delà de la mort. Le corps momifié devient ainsi un lien entre deux mondes. Il est la trace matérielle d'une personne qui poursuit son existence sous une autre forme. Cette conception apparaît notamment dans les textes funéraires égyptiens, dont le plus célèbre est aujourd'hui connu sous le nom de « Livre des morts ». Cette appellation est pourtant moderne. Les anciens Égyptiens parlaient plutôt de formules permettant de « sortir au jour ». Ces textes ne racontent pas le retour des morts parmi les vivants, ils accompagnent le défunt dans son passage vers l'au-delà. Ils lui indiquent les paroles à prononcer, les obstacles à franchir et les transformations nécessaires pour rejoindre le monde divin. Cette vision de la mort est indissociable d'une figure majeure de la religion égyptienne, Osiris. Mais avant de raconter son histoire, une précision s'impose. Contrairement aux récits grecs qui nous sont parvenus sous la forme de grandes œuvres relativement cohérentes, les mythes égyptiens ne nous ont pas été transmis dans un texte unique faisant autorité. Ils apparaissent au détour d'inscriptions, d'hymnes, de textes funéraires ou de représentations figurées qui évoluent au fil des siècles. Le récit continu le plus célèbre est celui que propose Plutarque dans son traité sur Isis et Osiris, rédigé au 1er siècle de notre ère. Or, entre les premières formulations du mythe et cette version, plus de 2 millénaires se sont écoulés. Autrement dit, lorsque nous nous racontons aujourd'hui le mythe d'Osiris, nous ne retrouvons pas une forme originelle figée dans le temps. Nous reconstituons un récit à partir de traditions successives, dont celle de Plutarque constitue l'une des synthèses les plus influentes. C'est donc cette version, tout en gardant à l'esprit qu'elle est déjà le produit d'une longue histoire, que nous allons suivre. Tout commence par une rivalité. Osiris est le fils de Geb, dieu de la terre, et de Nout, déesse du ciel. Frère et époux d'Isis, il règne sur l'Égypte aux côtés de cette dernière. Il est présenté comme un souverain bienveillant, enseignant aux hommes l'agriculture, leur donnant des lois et mettant fin à la barbarie. Son règne devient ainsi celui de l'ordre, de la prospérité et de la civilisation. Mais cet équilibre est bientôt rompu. Son frère Seth, jaloux de son pouvoir, décide de s'emparer du trône. Profitant d'un banquet, il fait fabriquer un coffre aux dimensions exactes d'Osiris et promet de l'offrir à celui qui s'y allongera parfaitement. Lorsque le roi prend place dans le coffre, Seth et ses complices referment brutalement le couvercle, le scellent et le précipitent dans le Nil. Emporté par les eaux, le cercueil dérive jusqu'aux eaux de Phénicie, où il finit emprisonné dans le tronc d'un tamari devenu immense. Commence alors la longue quête d'Isis. La déesse retrouve finalement le corps de son époux et le ramène en Égypte. Mais Seth découvre la dépouille, s'en empare une nouvelle fois et dans un geste destiné à rendre tout retour impossible, découpe le corps d'Osiris en plusieurs morceaux qu'il disperse à travers le pays. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. L'histoire pourrait s'arrêter ici. Elle ressemblerait à bien d'autres récits où un dieu succombe à la violence d'un rival. Pourtant, c'est à partir de cette destruction que naît le cœur du mythe. Isis entreprend alors une seconde quête.
aidée de sa sœur Nephthys et, selon les traditions d'Anubis et de Thoth, elle parcourt l'Égypte afin de retrouver chacun des fragments du corps d'Osiris. Un à un, les morceaux sont rassemblés, le corps est restauré, les rites funéraires sont accomplis. Les lamentations, les prières et les gestes rituels redonnent au défunt son intégrité. Dans la tradition égyptienne, cette restauration fait d'Anubis le maître de l'embaumement et le protecteur des morts, tandis qu'Osiris devient le modèle auquel tout défunt est désormais appelé à s'identifier. Et c'est ici que le mythe prend une direction que le cinéma fera presque entièrement disparaître. Osiris ne revient pas parmi les vivants. Il ne sort pas de son tombeau pour se venger de Seth. Il ne cherche pas à reprendre son ancien royaume, il ne hante pas les hommes, sa victoire est d'une autre nature. Ayant traversé la mort, il devient le souverain du royaume des morts et le garant d'une vie nouvelle pour tous ceux qui emprunteront le même chemin que lui. La mort n'est donc pas annulée, mais dépassée. Osiris ne ressuscite pas au sens où nous l'entendons souvent aujourd'hui. Il est transformé. Son destin ouvre une voie que chaque défunt espère désormais suivre. C'est sans doute là la plus importante idée à retenir dans cette histoire. Pour un Égyptien, la momification ne cherche pas à fabriquer un revenant. Elle inscrit symboliquement chaque défunt dans le destin d'Osiris. Préserver le corps, accomplir les rites, déposer les formules funéraires dans la tombe, tous ces gestes poursuivent un même objectif. Ils permettent aux morts de rejoindre celui qui a montré le chemin vers une autre forme d'existence. Autrement dit, le premier corps associé à la Renaissance dans la pensée égyptienne n'est pas celui d'un monstre, c'est celui d'un dieu. La momification prend alors tout son sens. Elle ne cherche pas à vaincre la mort, mais à permettre aux défunts de suivre le chemin ouvert par Osiris. Telle est la voie. Telle est la voie. Une idée que les anciens Égyptiens célébraient annuellement au cours des mystères d'Osiris. Préserver le corps, accomplir les rites funéraires, réciter les formules du livre pour sortir au jour, chacun de ces gestes participe d'une même ambition. Non pas faire revenir les morts parmi les vivants, mais leur permettre de poursuivre leur existence dans un autre ordre du monde. Cette logique explique également la place centrale qu'occupe le tombeau dans la civilisation égyptienne. Pour nous, il évoque volontiers le secret, le silence ou le danger. On ne pourra jamais sortir d'ici. Personne n'est jamais sorti d'ici. Les pyramides, les hypogées de la vallée des rois ou les mastabas nous apparaissent souvent comme des monuments fermés, protégeant un trésor ou dissimulant une menace. Pourtant, les Égyptiens leur donnaient une fonction tout autre. Le tombeau est avant tout une maison d'éternité. Il constitue la demeure du défunt dans l'au-delà et l'espace où peut se poursuivre le culte funéraire. On y dépose les offrandes destinées à nourrir le Ka, les objets nécessaires à la nouvelle existence du mort, ainsi que les textes et les images qui doivent assurer sa protection. Les parois ne sont pas décorées pour impressionner d'éventuels visiteurs, elles sont peuplées de scènes agricoles, de banquets, de processions et de formules rituelles destinées à maintenir symboliquement la vie du défunt pour l'éternité. Le tombeau n'est donc pas une prison, il est une demeure. Il n'est pas le lieu où un mort attend son réveil, il est celui où un défunt poursuit son existence. C'est ici que s'ouvre le fossé entre la pensée égyptienne et l'imaginaire moderne. Dans la religion pharaonique, le tombeau protège. Dans le cinéma, il enferme. Dans la religion pharaonique, le corps préservé garantit la continuité de l'existence. Dans le cinéma, il devient le signe d'une mort qui refuse de s'achever. Dans la religion pharaonique, les textes funéraires guident le défunt vers l'au-delà. Dans les récits modernes, ils deviennent des formules capables de réveiller les morts. Autrement dit, presque tous les éléments qui définissent aujourd'hui la figure de la momie existent déjà dans l'Égypte ancienne, mais leur signification est exactement inverse. Ce paradoxe est essentiel, car il montre que la momie du cinéma n'est pas née d'un simple malentendu. Elle est le résultat d'une longue série de réinterprétations où des pratiques religieuses bien réelles ont progressivement changé de sens. Pour comprendre cette métamorphose, il faut maintenant quitter les rives antiques du Nil et remonter jusqu'à la période contemporaine. Car avant de devenir une créature de cinéma, la momie est d'abord devenue un objet de fascination pour l'Occident. Pendant près de 15 siècles, l'Égypte antique demeure, pour les Européens, une civilisation largement insaisissable. Les pyramides sont connues depuis l'Antiquité, les auteurs grecs et romains en ont laissé des descriptions, des voyageurs parcourent régulièrement la vallée du Nil, mais les hiéroglyphes sont devenus illisibles et les monuments ont perdu leur voix. L'Égypte est présente dans les récits, dans la Bible, dans les textes antiques, mais elle demeure profondément mystérieuse. Tout change à la fin du XVIIIe siècle. En 1798, Napoléon Bonaparte lance sa campagne d'Égypte.
Si l'expédition est avant tout militaire, elle est aussi scientifique. Plus de 150 savants, ingénieurs, naturalistes, dessinateurs, architectes, astronomes accompagnent les troupes françaises avec une mission inédite: observer, mesurer et inventorier les vestiges de l'Égypte ancienne. Cette entreprise donnera naissance à partir de 1809 à la monumentale Description de l'Égypte, une publication qui rassemble plusieurs milliers de planches gravées et de descriptions détaillées des monuments, des paysages et des antiquités du pays. Pour la première fois, l'Europe découvre l'Égypte avec une précision inédite. Pas mal, non? C'est français. Quelques décennies plus tard, une autre étape décisive est franchie. En 1822, Jean-François Champollion annonce avoir percé le secret des hiéroglyphes grâce à l'étude de la pierre de Rosette. Les monuments cessent alors d'être de simples ruines impressionnantes, ils retrouvent une voix. Les inscriptions peuvent être lues, les noms des souverains identifiés, les textes religieux compris peu à peu. Et pourtant, un paradoxe apparaît. Plus l'Égypte devient intelligible, plus elle semble mystérieuse. Chaque découverte répond à une question, mais en soulève aussitôt plusieurs autres. Derrière les temples surgissent des dieux aux formes hybrides. Derrière les tombeaux apparaissent des rituels funéraires d'une extraordinaire complexité. Derrière les hiéroglyphes se révèle une civilisation vieille de plusieurs millénaires, dont les codes semblent profondément différents de ceux de l'Europe du XIXe siècle. Cette fascination prend rapidement un nom: l'égyptomanie. Elle dépasse largement le cercle des érudits. L'Égypte envahit les arts décoratifs, l'architecture, la peinture, le mobilier, la mode, jusqu'aux cimetières où apparaissent obélisques, sphinx et pylônes inspirés de l'Antiquité pharaonique. À Paris, comme à Londres, les collections égyptiennes attirent un public toujours plus nombreux. Les grands musées deviennent les vitrines d'un Orient ancien qui fascine autant qu'il déroute. Pourtant, cette redécouverte s'accompagne d'un phénomène plus ambigu. Au XIXe siècle, les antiquités égyptiennes circulent massivement vers l'Europe. Les fouilles sont encore peu réglementées, les collections privées se multiplient et les momies quittent les nécropoles pour rejoindre les cabinets de curiosité, les universités ou les salons de collectionneurs. Certaines font même l'objet de véritables séances publiques de déroulage, particulièrement populaires dans l'Angleterre victorienne. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ces démonstrations, à la frontière entre la recherche scientifique et le spectacle mondain, consistent à retirer progressivement les bandelettes afin d'étudier et d'exhiber les corps momifiés devant un public parfois nombreux. Bizarre. Dégueulasse. Ce détail est loin d'être anecdotique. Pendant des millénaires, les Égyptiens avaient conçu la tombe comme un espace destiné à préserver le repos du défunt et à garantir son éternité. Désormais, les morts quittent leur tombeau, traversent la Méditerranée et deviennent des objets d'étude, de collection, parfois même de divertissement. Sans que personne n'en ait encore conscience, la signification de la momie est déjà en train de changer. Elle n'est plus seulement le témoin silencieux d'une religion ancienne. Elle devient un objet que l'on manipule, que l'on transporte, que l'on expose. Une présence étrange, venue d'un passé lointain, dont personne ne connaît réellement l'histoire. Et lorsqu'un objet cesse d'être compris, l'imagination prend souvent le relais. D'autant que cette fascination ne naît pas d'un vide culturel. Les Européens du XIXe siècle portent eux aussi leur propre représentation de la mort, du repos des défunts et du caractère sacré des sépultures. En ouvrant les tombeaux égyptiens, ils ne découvrent donc pas seulement une civilisation étrangère, ils confrontent aussi leurs propres interdits. L'Égypte ancienne devient alors le miroir de leurs angoisses autant que de leur curiosité. C'est dans cet espace, entre le progrès de l'archéologie et les fantasmes qu'elle suscite, que va naître la première véritable momie de fiction. Les écrivains sont souvent les premiers à donner une voix aux créatures qui n'en avaient pas. Il en ira de même pour la momie. L'un des premiers auteurs à s'emparer de cet imaginaire est Théophile Gautier, avec le roman de la momie, publié en 1858. Le titre est presque trompeur. Le récit s'intéresse avant tout à la découverte d'un tombeau inviolé et, à travers lui, à la reconstitution d'un passé disparu. La momie n'est pas un monstre, elle est un témoin silencieux de la grandeur d'une civilisation ancienne. L'Égypte y apparaît comme un monde perdu que la littérature tente de faire revivre, non par la peur, mais par l'imagination et le romantisme. Il faudra attendre quelques décennies pour qu'un changement décisif s'opère. En 1892, Arthur Conan Doyle publie la nouvelle Le Lot numéro 249. Cette fois, la momie cesse d'être un simple vestige archéologique, elle devient un acteur du récit. Animée par des connaissances occultes héritées de l'Égypte ancienne, elle est utilisée comme instrument de vengeance par un étudiant d'Oxford versé dans les sciences ésotériques. Le changement est considérable. La momie ne symbolise plus seulement le passé, elle agit dans le présent. Elle quitte le musée,
traverse les rues de l'Angleterre victorienne et menace les vivants. Alors, c'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville. Nombre des éléments qui deviendront caractéristiques du cinéma sont déjà là. Le corps embaumé, les connaissances secrètes venues d'Égypte, le retour d'un passé que l'on croyait définitivement enfermé dans les tombeaux. Plusieurs historiens du cinéma considèrent d'ailleurs le lot numéro 249 comme l'une des influences majeures des futurs récits consacrés à la momie. Puis, en 1903, Bram Stoker prolonge cette évolution avec The Jewel of Seven Stars, qui contribue à associer durablement l'Égypte ancienne aux forces occultes, aux malédictions et à la survivance d'un pouvoir venu des profondeurs du temps. L'archéologie n'est plus seulement une science, elle devient une porte ouverte sur un monde capable de défier les certitudes modernes. Il est intéressant de constater que ces auteurs n'inventent jamais à partir de rien. Ils empruntent des éléments bien réels. Les tombeaux, les momies, les hiéroglyphes, les rites funéraires, les divinités égyptiennes, mais chacun de ces éléments change progressivement de fonction. Les formules religieuses deviennent des incantations magiques, les tombeaux cessent d'être des demeures d'éternité pour devenir des lieux interdits. Les momies, destinées à assurer la continuité de l'existence, deviennent des corps susceptibles de reprendre vie. La littérature accomplit ainsi un travail de réinterprétation. Elle ne crée pas la momie à partir de rien, mais prélève des fragments d'une réalité historique et religieuse, les détache de leur contexte d'origine, puis les assemble selon les codes du roman fantastique. En quelques décennies, une nouvelle figure est née. Elle n'appartient plus vraiment à l'Égypte antique, pas encore au cinéma, mais déjà pleinement à l'imaginaire occidental. Pourtant, cette créature demeure encore largement confinée aux romans et aux nouvelles. Elle intrigue les lecteurs, nourrit les auteurs, mais n'a pas encore conquis le grand public. Il lui manque un événement capable de faire basculer cet imaginaire hors des bibliothèques pour l'installer durablement dans la culture populaire. Cet événement survient le 4 novembre 1922, lorsque Howard Carter découvre la tombe presque intacte de Toutankhamon dans la vallée des rois. L'archéologie réalise l'une de ses plus grandes victoires. Mais paradoxalement, cette découverte scientifique va rapidement nourrir l'une des plus célèbres légendes de l'époque contemporaine. Pour la première fois, le monde entier a le sentiment d'assister, presque en direct, à une grande découverte archéologique. La presse internationale suit les fouilles avec une attention inédite. Les objets découverts fascinent autant qu'ils émerveillent. L'Égypte antique n'est plus seulement un sujet d'étude, elle devient un véritable phénomène médiatique. Puis survient un événement qui va changer le récit. Le 5 avril 1923, quelques mois seulement après l'ouverture du tombeau, Lord Carnarvon, qui avait financé les fouilles et participé à l'ouverture du tombeau, meurt au Caire des suites d'une infection consécutive à une piqûre de moustique, aggravée par une coupure provoquée lors d'un rasage. Oh, monde de merde. Sur le plan médical, les circonstances sont relativement bien établies, mais dans les colonnes des journaux, l'explication paraît bien moins séduisante que l'hypothèse d'une vengeance venue de l'Égypte ancienne. Maudits! Vous serez tous maudits! Très vite, des rumeurs commencent à circuler. On évoque une mystérieuse inscription menaçant quiconque troublerait le repos du pharaon. On rapporte des coïncidences, des décès, des maladies, parfois plusieurs années après les faits. Chaque disparition d'un proche de l'expédition est désormais relue à travers un même prisme, celui d'une malédiction qui frapperait les profanateurs du tombeau. Le problème est qu'aucune de ces affirmations ne résiste véritablement à l'examen historique. Aucune inscription mentionnant une telle malédiction n'a été découverte dans la tombe. Les textes funéraires égyptiens comportent bien des formules de protection destinées à préserver les sépultures ou à garantir le repos du défunt, mais rien qui corresponde à une vengeance surnaturelle poursuivant les archéologues. Quant aux membres de l'expédition, la plupart poursuivent leur vie pendant de nombreuses années. Howard Carter lui-même meurt en 1939, près de 17 ans après sa découverte. Pourquoi alors cette légende rencontre-t-elle un tel succès ? Sans doute parce qu'elle répond à une intuition profondément ancrée dans de nombreuses cultures. Certains lieux ne devraient peut-être pas être ouverts. En découvrant une tombe demeurée fermée pendant plus de 30 siècles, les archéologues accomplissent un exploit scientifique. Mais, dans l'imaginaire collectif, ils franchissent aussi une frontière symbolique. L'idée qu'une sépulture puisse punir ceux qui la profanent n'est pas une croyance égyptienne transmise intacte jusqu'à nous. C'est une interprétation moderne, nourrie par les récits de presse, la littérature fantastique et les représentations occidentales de la mort. Désormais, la figure de la momie cesse d'appartenir au seul roman. La presse s'empare à son tour de cet imaginaire et le diffuse à une échelle sans précédent. S'il ne veut pas être populaire, je me charge de le rendre impopulaire. En quelques mois,
des millions de lecteurs découvrent une Égypte peuplée de tombeaux maudits, de pharaons vengeurs et de secrets capables de traverser les millénaires. La frontière entre l'information et le récit devient parfois étonnamment poreuse. Héros ou menace? Photo exclusive du quotidien. Menace, il est venu protéger ce fou. Objection avocat, vous prenez vos photos et je fais mes titres, d'accord? C'est bon, ça vous convient? En quelques mois seulement, ce que la littérature avait commencé à construire devient un imaginaire partagé. Tous les éléments sont désormais en place. Il ne manquait plus qu'un art capable de leur donner un visage, une voix et bientôt un mouvement. La première apparition de la momie au cinéma ne résulte pas d'un plan mûrement élaboré. Elle naît de la rencontre de plusieurs histoires qui, jusque-là, avaient évolué séparément. Au tournant des années 1930, Universal connaît un succès considérable avec ses premiers grands films fantastiques. Dracula, porté par Bela Lugosi, rencontre un public enthousiaste. Puis Frankenstein confirme cet engouement et révèle un acteur dont le visage va bientôt devenir indissociable du cinéma d'horreur, Boris Karloff. Universal comprend alors qu'il ne possède pas seulement de bons films, mais dispose d'un véritable panthéon de créatures. Le studio cherche rapidement un projet capable de prolonger cette dynamique. Les premiers travaux portent sur un scénario intitulé Cagliostro, inspiré de la figure du célèbre aventurier du XVIIIe siècle, survivant à travers les siècles grâce à un élixir d'immortalité. Le thème est déjà là, celui d'un homme que le temps refuse d'emporter. Mais le projet évolue profondément lorsqu'il est confié au scénariste John L. Balderston. Avant de rejoindre Hollywood, celui-ci avait couvert comme journaliste la découverte de la tombe de Toutankhamon. Il avait vu naître l'immense fascination qu'elle suscita dans la presse internationale, tout comme les premiers récits entourant la supposée malédiction du pharaon. Soudain, toutes les pièces du puzzle semblent s'assembler. Les rites funéraires de l'Égypte ancienne, l'égyptomanie du XIXe siècle, les récits fantastiques de Conan Doyle et de Bram Stoker, la légende de Toutankhamon et le succès naissant du cinéma d'horreur se rencontrent enfin. En 1932, Universal leur donne un visage. Ce visage, c'est celui d'Imhotep. Ankhsenamen. My love has lasted longer than the temples of our gods. No man ever suffered as I did for you, but the rest you may not know. Not until you are about to pass through the great night of terror and triumph, until you are ready to face moments of horror for an eternity of love. Until I send back your spirit that has wandered through so many forms and so many ages. But before then, Bast must again send forth death. Death to that boy for whom love is creeping into your heart. Love that would keep you from myself. Love that might bring sickness and even death to you. Le film raconte l'histoire d'un grand prêtre de l'Égypte ancienne, condamné à subir le plus terrible des châtiments. Coupable d'avoir tenté de ramener à la vie la princesse Ankhsenamun, dont il était éperdument amoureux, il est enseveli vivant avant que son tombeau ne soit soigneusement scellé. Avec lui est enfoui un précieux rouleau, le parchemin de Thoth, capable de rendre la vie aux morts. 3000 ans plus tard, une expédition archéologique découvre sa sépulture. Malgré les avertissements, un jeune égyptologue lit les formules inscrites sur le rouleau sacré. Le rituel fonctionne, Imhotep revient à la vie et se lance à la recherche de celle qu'il croit être la réincarnation de son amour perdu. What's the matter, man? For heaven's sakes, what is it? He went for a little walk. You should have seen his face. Le personnage d'Imhotep emprunte son nom à un personnage historique bien réel, l'architecte du pharaon Djéser, concepteur de la pyramide à degrés de Saqqara au XXVIIe siècle avant notre ère, qui fut progressivement divinisé. Le film en fait pourtant un grand prêtre de la XVIIIe dynastie, amoureux d'une princesse dont l'existence même demeure incertaine. Quant au parchemin de Thoth, il ne correspond à aucun texte connu de l'Égypte pharaonique. Il constitue une création scénaristique qui emprunte son prestige aux livres funéraires et aux traditions entourant le dieu Thoth pour en faire un objet de magie absolue. Fait amusant, Imhotep pourrait se traduire par « celui qui vient en paix ».
Mais qui s'occupe de trouver les noms au bureau? Imhotep n'est ni un zombie, ni un fantôme, ni un vampire. Il est autre chose. Une créature nouvelle qui emprunte aux croyances égyptiennes leurs décors, leurs symboles et leur vocabulaire, mais les réorganise entièrement autour d'un récit romantique et fantastique. Universal ne cherche pas à adapter un mythe égyptien, mais il crée un mythe moderne à partir d'éléments égyptiens. Cette singularité se retrouve jusque dans son apparence. Contrairement aux momies que popularisent les décennies suivantes, Imhotep n'est que brièvement montré comme un cadavre enveloppé de bandelettes. Très vite, il retrouve une silhouette presque humaine, élégamment vêtue, capable de se fondre parmi les vivants. La monstruosité ne réside pas tant dans son corps que dans ce qu'il laisse entrevoir de son ancienne condition. Son visage demeure marqué par les siècles, et surtout par son regard. Karl Freund filme à plusieurs reprises le visage de Boris Karloff en jouant avec la lumière pour concentrer notre attention sur ses yeux. T'as de beaux yeux, tu sais. Ils deviennent le dernier vestige de l'homme qu'il fut, autant que la preuve de sa nature surnaturelle. Ils fascinent, hypnotisent et inquiètent tout à la fois, comme si quelque chose avait survécu à la mort, non pas le corps d'Imhotep, mais sa volonté. Lorsque le film s'achève, Imhotep est vaincu. Son corps se désagrège sous les yeux des survivants, réduit à quelques ossements et à des bandelettes desséchées. Connor, he has dragged her back to ancient Egypt. Connor, her love for you may bridge the centuries. Helen, Helen, come back. It's Frank. Come back. L'histoire semble terminée, mais le succès est au rendez-vous. Au cours des années 1930, Universal comprend la force de son panthéon monstrueux. Dracula, Frankenstein, l'homme invisible ou le loup-garou deviennent progressivement les figures d'un univers fantastique partagé avant l'heure. On ne fait pas seulement ça pour du fric. On fait ça pour une montagne de fric. Les suites se multiplient et les créatures reviennent, non parce que leur histoire l'exige, mais parce que le public souhaite les retrouver. La momie n'échappe pas à cette logique. En 1940 paraît La main de la momie. Contrairement à ce que son titre pourrait laisser croire, il ne s'agit pas d'une suite du film de 1932. Imhotep disparaît du récit. Le studio préfère repartir de zéro en imaginant une nouvelle momie, Caris, gardienne du tombeau de la princesse Ananka, interprétée par Tom Tyler. Elle n'a plus de volonté propre, mais répond aux ordres d'un prêtre bien humain, tiraillé par son devoir et son propre désir d'immortalité. L'intrigue change, les personnages aussi, et le ton devient plus léger. Seule demeure l'idée centrale, une momie réveillée par des vivants qui n'auraient jamais dû troubler le repos des morts. Cette nuit, j'ai été réveillé par des cris horribles. Un homme hurlait à la mort de la tour là-bas, impossible de dormir. Fait révélateur, plusieurs séquences se déroulant dans l'Égypte antique sont directement reprises du premier film pour limiter les coûts de production. Les images de la condamnation et de l'embaumement d'Imhotep côtoient celles avec Tom Tyler. Par un simple procédé de réemploi, le premier film continue littéralement de hanter le second. Ah, c'est pas banal ça. En moins de 10 ans, la momie cesse d'être un personnage précis pour devenir un motif reconnaissable. Son identité importe désormais moins que son apparence, les situations qu'elle permet de raconter et les émotions qu'elle suscite. Le public ne vient donc pas voir le retour d'Imhotep, mais celui d'une momie. Tu ne connaîtras jamais mon vrai visage. Sous ce masque, personne ne le connaîtra jamais. Cette évolution se lit dans la représentation même de la créature. Là où Karloff retrouvait une apparence presque humaine, Caris conserve les stigmates de sa mort. Les bandelettes ne sont plus un simple état transitoire, mais un attribut permanent. Il est un cadavre animé et son corps raconte à lui seul le temps qui a passé. Le regard lui aussi change de fonction. Le réalisateur Christy Caban reprend l'insistance de Freund mais en change complètement le sens. Les yeux noircis de Caris ne cherchent plus à exercer une emprise sur leur victime, mais deviennent les orbites d'un mort revenu parmi les vivants. Les plans qui précèdent les attaques donnent au spectateur l'impression de partager le dernier regard échangé avec la créature. Ce n'est plus le regard d'un homme qui fascine, c'est celui de la mort qui s'avance. C'est déjà un premier basculement. Le film de 1932 racontait l'histoire singulière d'un homme, de son amour interdit et de sa condamnation. Dès La main de la momie, cette histoire cesse d'être indispensable. Le récit peut changer, les noms peuvent varier, les acteurs être remplacés. Les éléments fondamentaux sont désormais ailleurs. Un tombeau oublié, une expédition trop curieuse, une malédiction ancienne, un tueur implacable revenu d'entre les morts. Ces quelques motifs suffisent à faire reconnaître
la momie. Autrement dit, Universal ne produit plus seulement un personnage, mais crée une grammaire. Une série de codes immédiatement identifiables que chaque nouveau film peut réorganiser sans jamais perdre son identité. Tu aimes les films d'horreur? Non, tu sais bien que ça m'énerve. C'est toujours le même scénario. Ce phénomène n'est d'ailleurs pas sans rappeler le fonctionnement même des mythes. Il n'existe pas une seule version de l'histoire de Jésus, d'Ulysse ou du roi Arthur. Chaque époque, chaque auteur, chaque région réinterprète ces figures sans remettre en cause leur identité profonde. À partir de 1940, la momie entre dans cette logique. Elle n'est plus un récit unique, mais une matrice narrative. Universal comprend rapidement le potentiel de cette nouvelle formule. La tombe de la momie en 1942, le fantôme de la momie en 1944, puis la malédiction de la momie la même année, reprennent à leur tour le personnage de Kharis, désormais interprété par Lon Chaney Jr. Il faut bien reconnaître que ces films sont bien moins sophistiqués dans leur démarche. Donc, c'est de la merde. Les intrigues deviennent plus simplistes, chacun annulant la fin du précédent sans plus d'explications. Les décors plus familiers, par un déport de l'intrigue sur le sol américain. Et la créature elle-même semble déjà s'être figée, car au fil de ces films, la momie affirme son changement de nature. Si d'abord elle parlait, élaborait des stratégies, se construisait une identité et poursuivait un projet nourri par l'amour et l'immortalité, 10 ans plus tard, elle avance lentement, claudiquant vers ses victimes, obéissant aux ordres de ceux qui l'ont réveillée. À mesure que la série progresse, le personnage s'efface derrière le monstre. Such is the curse of Amon-Ra, king of all the gods. En 1959, un nouveau studio s'empare de la créature. Depuis quelques années déjà, la Hammer Films connaît un succès considérable en revisitant les grands monstres d'Universal. Oh non, ça recommence. Après Frankenstein en 1957, puis Dracula en 1958, le studio britannique entreprend de ressusciter la momie avec La Malédiction des Pharaons ou The Mummy en version originale. The Mummy, the living dead, bringing terror and death across 4,000 years. Le film reprend des éléments du métrage original, mais il puise surtout dans les productions consacrées à Kharis. Le résultat est une synthèse des différentes versions imaginées par Universal. L'histoire nous ramène une nouvelle fois en Égypte. Des archéologues découvrent le tombeau de la princesse Ananka, qu'ils profanent malgré les avertissements des gardiens du site. Voyez où ça mène, vos pique-niques à la con? Cet acte entraîne le réveil de Kharis, ancien grand prêtre condamné pour avoir tenté de sauver celle qu'il aimait. Guidé par un prêtre survivant, il entreprend de châtier ceux qui ont violé la sépulture sacrée. Le récit est familier, mais la créature, elle, a profondément changé. Sous les traits de Christopher Lee, la momie ne rompt pas avec la figure de Kharis. Elle en reprend au contraire les principaux traits. Un corps enfermé dans des bandelettes, une démarche lente et pesante, un visage ravagé par les siècles, une créature dont la simple présence suffit à annoncer la mort. La véritable rupture n'est donc plus dans son apparence, mais dans la manière de la filmer. La Hammer transforme cette silhouette en véritable icône gothique. Grâce à la couleur, le corps de Kharis acquiert une matérialité que le noir et blanc ne pouvait offrir. Les chairs en décomposition, les bandelettes souillées et les blessures deviennent visibles. Là où Universal suggérait encore les effets du temps, la Hammer les expose sans détour. La momie cesse d'être une présence mystérieuse pour devenir un corps en décomposition qui s'impose physiquement à l'écran. Cette évolution tient également à l'interprétation de Christopher Lee. Privé de presque toute parole, l'acteur compose une créature dont chaque mouvement semble raconter le poids des siècles. Sa lenteur n'est jamais celle d'une simple machine à tuer, elle traduit l'effort d'un corps qui défie l'ordre naturel des choses. Son regard, lorsqu'il croise celui d'Ananka, laisse même entrevoir l'espace d'un instant la mémoire de l'homme qu'il fut autrefois. La Hammer ne crée donc pas une nouvelle momie. Elle sublime celle qu'Universal avait progressivement façonnée. Isabel, your hair! En donnant à cette silhouette une puissance visuelle inédite et une dimension tragique plus affirmée, elle fixe durablement les codes de la créature. C'est cette image que retiendra l'imaginaire collectif pendant plusieurs décennies. Et pourtant, derrière cette métamorphose, une idée demeure étonnamment constante. Comme Imhotep, Kharis n'est pas une créature animée par une simple volonté de destruction. Sa violence trouve son origine dans une histoire d'amour impossible, née bien avant son retour parmi les vivants.
Ce qui l'a condamné à devenir une momie, ce n'est pas seulement la transgression d'un interdit religieux, c'est son incapacité à accepter la perte de celle qu'il aimait. C'est l'un des grands paradoxes de cette figure. La momie fait peur parce qu'elle appartient au monde des morts, parce qu'elle représente le retour d'un passé qui aurait dû rester enfoui. Mais ce qui la meut véritablement, ce n'est pas la haine, c'est l'amour. Un amour devenu obsession, incapable de franchir la frontière entre la vie et la mort. Cette dimension devient même l'un des éléments essentiels du récit. Caris n'est pas seulement l'instrument du prêtre qui le contrôle. Lorsque la réincarnation d'Ananka apparaît, quelque chose de son ancienne humanité ressurgit. Sa mission ne consiste alors plus à punir les profanateurs, mais devient la tentative désespérée de retrouver celle qu'il a perdue. La fin du film est d'ailleurs très proche de celle du fantôme de la momie, avec Caris tentant d'emporter avec lui son amour au fond d'un marais, mais le dénouement reste plus optimiste pour les vivants. Ce thème deviendra une nouvelle constante. Derrière la créature monstrueuse se cache toujours une histoire humaine, celle d'un être incapable de renoncer à l'amour, même lorsque la mort aurait dû mettre fin à toute possibilité de retour. Ce qui change finalement, ce n'est pas tant la motivation de la momie, que la manière dont le cinéma choisit de la représenter. En 1932, cette tragédie prend le visage d'un homme revenu chercher son amour perdu. En 1959, elle prend celui d'un corps décomposé avançant inexorablement vers son destin et qui retrouve une part d'humanité. La créature devient plus terrifiante, mais son histoire demeure profondément mélancolique. Caris. Caris. Put me down. L'image de la momie est désormais fixée dans l'imaginaire collectif. Lorsque nous pensons aujourd'hui à une momie de cinéma, c'est ce corps lent, massif, enveloppé de bandelettes et marchant inexorablement vers ses victimes qui s'impose à notre esprit. Plus encore que les films de 1932 et de 1940, la malédiction des pharaons contribue à imposer les codes visuels qui accompagneront durablement la créature. Son succès confirme que la momie a trouvé une nouvelle identité. La Hammer poursuivra cette voie avec 2 autres productions. Les Maléfices de la momie en 1964 et Dans les griffes de la momie en 1967. À noter qu'est sorti en 1971 La momie sanglante, mais le titre est trompeur. Il s'agit d'une adaptation du livre de Stoker que nous évoquions tout à l'heure, mais il ne contient pas de momie, bien que de nombreuses thématiques y soient communes. Le grand capital vous ment, le grand capital vous spolie. Quant aux 2 autres films, s'ils sont moins intéressants sur le plan cinématographique, ils témoignent de la malléabilité du mythe. À chaque nouvelle histoire, la Hammer déplace légèrement les éléments. Une nouvelle tombe profanée, une nouvelle créature réveillée, une nouvelle vengeance venue du passé. Mais aucun de ces films ne transforme véritablement la créature, bien qu'ils étoffent son panel de thématiques avec la mise en avant de rivalités fraternelles. Longue vie au roi. La momie n'est plus un personnage à découvrir, elle est devenue une image, un corps enveloppé de bandelettes, une marche lente, un tombeau interdit et une menace surgie d'un passé oublié. Les codes sont désormais fixés, la créature imaginée par Universal puis remodelée par la Hammer est devenue une icône du cinéma fantastique. Après plus de 40 ans d'existence cinématographique, la momie semble avoir trouvé ses limites. Ses principaux codes sont fixés, mais elles ont aussi progressivement épuisé son potentiel. À la fin des années 1970 et durant les décennies suivantes, elle n'occupe plus la même place dans l'imaginaire collectif. Le cinéma fantastique explore alors d'autres territoires. Les monstres gothiques cèdent progressivement la place à de nouvelles figures de l'angoisse. Les extraterrestres d'Alien incarnent une peur venue de l'espace et de la technologie. Les métamorphoses organiques de la mouche ou de The Thing interrogent les limites du corps et de l'identité. Les grands tueurs du slasher, de Michael Myers à Freddy Krueger, déplacent l'horreur vers un quotidien devenu menaçant. Quant au cinéma de possession, il fait du démon un nouvel adversaire privilégié. Le fantastique ne regarde plus vers les tombeaux du passé, mais vers les inquiétudes du présent. Les mythes d'Universal et de la Hammer ne disparaissent pas pour autant. Ils deviennent des références, des images familières parfois revisitées avec ironie, comme dans Scooby-Doo ou The Real Ghostbusters. Mais ils appartiennent désormais à une autre époque. Le cinéma cherche de nouveaux monstres, de nouvelles formes de peur, de nouveaux récits capables de parler au public contemporain. Pendant près de 30 ans, la momie reste donc une silhouette du passé. Une créature connue, mais rarement convoquée. Une figure dont les bandelettes semblent attendre dans l'obscurité qu'un nouveau récit vienne les défaire. Puis, à la fin des années 90, un réalisateur décide de regarder une nouvelle fois vers les tombeaux d'Égypte. Mais cette fois, il ne cherche pas seulement à réveiller un monstre, il cherche à réveiller l'aventure. Une très ancienne légende
parle d'un endroit appelé la Cité des Morts. La porte de l'enfer. L'endroit où les pharaons de l'ancien empire cachaient les richesses de l'Égypte. Est-ce que nous allons nous battre? Mademoiselle, il y a quelque chose là-bas. Dissimulé sous les dunes de sable. En 1999, Stephen Sommers ressuscite une forme de cinéma. Avec La Momie, le réalisateur reprend l'héritage des grandes productions d'aventure hollywoodiennes. Ces récits où l'exploration, le danger et le merveilleux se mêlent dans un même mouvement. Le film regarde autant vers les serials des années 30 que vers les grandes aventures archéologiques popularisées par Indiana Jones. Il conserve les tombeaux, les malédictions et les mystères de l'Égypte ancienne, mais il change profondément leur fonction. La tombe n'est plus seulement un lieu d'où surgit une menace, elle devient une porte vers l'inconnu. La Momie n'est plus uniquement un film d'horreur, elle devient une aventure fantastique capable de mêler humour, romance, action et mythologie. Shaken, not stirred. Cette transformation passe d'abord par son héros. Après les figures classiques et guindées des archéologues incarnés par Arthur Byron ou Peter Cushing, le film propose un nouveau visage pour ce type de récit, Brendan Fraser. T'as jamais cru à Munaptra O'Connell? Pourquoi tu retournes là-bas? Tu vois cette femme? Elle m'a sauvé la vie. T'as toujours eu plus de baloches que de ménage. Ouais. Bonsoir, Benny. Avec le personnage de Rick O'Connell, aventurier charmeur, courageux, mais aussi profondément humain, l'acteur devient rapidement l'une des figures du cinéma populaire de la fin des années 90. Il incarne alors une nouvelle génération de héros d'aventure, à la fois héritiers des grands aventuriers classiques et adaptés aux attentes du cinéma contemporain. Le succès du film repose donc sur un équilibre particulier. Il donne au public une créature familière, tout en l'inscrivant dans un univers totalement renouvelé. Car derrière cette nouvelle approche, Stephen Sommers conserve un élément essentiel de l'héritage de La Momie, l'idée d'un amour capable de franchir la frontière entre la vie et la mort. Thebes, city of the living, crown jewel of Pharaoh Seti I, home of Imhotep, Pharaoh's high priest, keeper of the dead, birthplace of Anaxunamun, Pharaoh's mistress. No other man was allowed to touch her. L'Imhotep, incarné par Arnold Vosloo, reprend directement cette dimension tragique. À l'instar de celui de Boris Karloff, il est un prêtre condamné non parce qu'il a voulu vaincre la mort pour retrouver celle qu'il aimait, mais bien pour avoir vécu une liaison interdite qui le poussa au meurtre du pharaon Séti Ier. Lorsqu'il revient à la vie, son objectif n'est pas simplement de conquérir le monde ou d'exercer une vengeance aveugle. Il cherche avant tout à retrouver Anxunamun, la femme pour laquelle il a sacrifié son existence et subi une condamnation éternelle. Le film introduit une nuance importante. Cet amour n'est pas présenté comme une force pure ou salvatrice. Il est devenu, après 3000 ans, une obsession. Imhotep n'aime pas seulement une personne, il poursuit le souvenir d'un moment disparu. Une image figée dans le temps qu'il cherche désespérément à faire renaître, quitte à détruire le monde dans lequel il s'est réincarné. Cette idée s'inscrit d'ailleurs dans le dialogue que le film entretient avec son prédécesseur de 32. La Momie de Sommers ne cherche pas à effacer l'héritage du film de Karl Freund. Au contraire, il multiplie les références à cette première incarnation tout en les réinterprétant. Le choix du nom d'Arded Bey en est un exemple particulièrement révélateur. Dans le film original, Arded Bey est l'identité adoptée par Imhotep pour dissimuler sa véritable nature. I'm sure it's very good of you, Mr. I didn't catch your name. Ardeth Bey. C'est un masque, une manière pour une créature venue du passé de pénétrer le monde moderne. En 1999, ce même nom désigne au contraire un personnage qui appartient pleinement à cet héritage égyptien, un Medjay, gardien d'une tradition ancienne dont la mission est de protéger les vivants contre les forces réveillées par la profanation des tombeaux. Pendant 3000 ans, c'est nous, les Medjay, descendants de la garde de Pharaon, qui veillons sur le sanctuaire. Le symbole est donc inversé. Ce qui représentait autrefois une menace cachée derrière une apparence humaine devient désormais une figure de protection. L'Égypte ancienne n'est plus seulement le lieu d'où surgit un danger oublié, elle devient aussi une civilisation porteuse d'une mémoire et d'un savoir capable de résister à ce danger. La même mécanique s'opère avec Aménophis, le pharaon vengeur du film original dont le nom est désormais convoqué pour surpasser les pouvoirs mystiques de la créature.
Summers ne rompt donc pas avec le mythe créé par Universal. Il le déplace. Il conserve les noms, les images et les grandes oppositions du cinéma de la momie, mais les réorganise pour construire un nouveau récit. Là où les films précédents faisaient surtout de l'Égypte le berceau d'un monstre, Summers en fait le cadre d'une véritable mythologie. Autour de la momie gravitent désormais des gardiens, des cités perdues, des cultes oubliés et des prophéties. Le cinéma ne réinvente plus seulement une créature, il invente tout un passé. Toutes ces idées prirent une ampleur nouvelle dans le second film. Dans Le Retour de la momie, Summers ne se contente pas de répéter le premier récit. Il poursuit l'évolution du personnage. Le retour d'Anck-Su-Namun révèle une vérité douloureuse. Celle qu'Imhotep a attendue pendant des millénaires ne partage pas la même vision de leur amour. Là où lui recherche une union éternelle, elle voit avant tout dans son pouvoir une possibilité d'accéder à l'immortalité. Pour la première fois, la momie découvre que ce qui l'a maintenu en vie pendant 3000 ans n'était peut-être qu'une illusion. C'est ce qui donne à son destin une dimension inattendue. Imhotep demeure un antagoniste, responsable de violence et prêt à utiliser des forces dangereuses pour parvenir à ses fins. Mais il devient aussi un personnage tragique, prisonnier d'un amour qui n'existe plus. Son parcours s'achève ainsi sur une idée presque opposée à celle qui l'a fait revenir parmi les vivants. La mort n'est pas toujours une frontière à franchir, parfois c'est une réalité qu'il faut accepter. Avec les films de Summers, la momie connaît donc une nouvelle métamorphose. Elle n'est plus seulement le monstre qui revient du tombeau, elle devient un personnage, capable d'évoluer, de souffrir et même de comprendre son propre aveuglement. Le mythe change une nouvelle fois de visage. Le succès des 2 premiers films donnera bien naissance à un 3e volet, la tombe de l'empereur dragon. Mais en quittant les sables d'Égypte pour d'autres terres et d'autres mythes, il ouvre une parenthèse que nous laisserons volontairement de côté. Son heure viendra. Mais ce jour n'est pas arrivé. Celle de la momie, en revanche, n'est pas encore passée. En 2017, Universal tente une nouvelle résurrection de sa créature. Mais cette fois, l'ambition dépasse largement le simple remake. Bienvenue dans un nouveau monde, peuplé de dieux et de monstres. La momie n'est pas seulement conçue comme une nouvelle adaptation, elle doit devenir la pierre fondatrice d'un univers partagé réunissant les grandes figures du fantastique classique. Dracula, Frankenstein et son épouse, l'homme invisible ou encore le Dr Jekyll sont appelés à coexister au sein d'une même continuité, à la manière des grandes franchises de super-héros qui dominent alors Hollywood. Ce projet, baptisé Dark Universe, j'ai compris la référence, témoigne d'une nouvelle évolution dans la manière de penser les grands mythes cinématographiques. L'idée de réunir plusieurs créatures fantastiques n'est pourtant pas nouvelle. Dès les années 1940, Universal avait déjà fait se rencontrer ses propres monstres, avec des films où Frankenstein, Dracula ou le loup-garou partageaient le même écran. Ces croisements témoignaient déjà de la volonté de transformer des personnages isolés en figures appartenant à un même imaginaire. Mais le projet de 2017 inverse la logique. Là où les rencontres de l'âge d'or d'Universal étaient nées après le succès de plusieurs créatures devenues populaires, le Dark Universe est pensé dès son origine comme une architecture globale. Chaque film doit participer à la construction d'un ensemble plus vaste, chaque personnage doit pouvoir devenir la porte d'entrée vers une nouvelle histoire. Les monstres n'en sont plus seulement des figures autonomes que l'on réunit occasionnellement, ils deviennent les fondations potentielles d'une franchise. Ce changement se retrouve immédiatement dans l'écriture de la momie. Là où Boris Karloff incarnait une tragédie romantique, où Christopher Lee donnait corps à une horreur gothique et où Stephen Sommers faisait de la créature l'adversaire d'un grand récit d'aventure, le film d'Alex Kurtzman cherche avant tout à installer un monde. La momie n'en est plus véritablement le centre de gravité, elle devient le point de départ d'un récit plus vaste, peuplé d'organisations secrètes, de sociétés savantes et de personnages appelés à se retrouver dans de futures productions. Bienvenue à Prodigium, Monsieur Morton. De l'expression latine monstrum vel prodigium. Une mise en garde contre les monstres. Cette évolution se traduit dans l'écriture même de la créature. Certes, le cinéma avait déjà imaginé des momies féminines, mais jamais encore elle n'avait occupé cette place centrale dans le récit. Avec Amanet, interprétée par Sofia Boutella, Universal ne se contente pas d'inverser le genre du personnage. Le studio modifie profondément la logique qui animait la figure depuis ses origines. Jusqu'alors, les différentes incarnations de la momie étaient presque toujours guidées par une même tragédie, celle d'un amour défiant le temps et la mort. Imhotep, comme Caris,
reviennent parce qu'ils demeurent prisonniers d'un passé qu'ils refusent d'abandonner. Amanet, au contraire, ne cherche pas à retrouver ce qu'elle a perdu. Elle poursuit un objectif de conquête. Son pacte avec Seth ne vise pas à ressusciter un être aimé, mais à accomplir un destin que le pouvoir lui a refusé. Le centre de gravité du mythe se déplace ainsi une nouvelle fois. L'amour cède la place à l'ambition. La malédiction n'est plus la conséquence d'une fidélité poussée jusqu'à l'obsession, mais celle d'une volonté de domination. Cette évolution se retrouve également dans le traitement du tombeau, qui constitue pourtant depuis l'origine l'un des éléments essentiels du mythe de la momie. Dans les traditions funéraires égyptiennes, le tombeau n'est pas un lieu destiné à enfermer un danger. Il est un espace sacré, pensé pour préserver l'identité du défunt et maintenir le lien entre le monde des vivants et celui des morts. Les inscriptions, les objets funéraires et les rites qui l'accompagnent ne sont pas des avertissements destinés aux profanateurs, mais des moyens d'assurer au défunt la poursuite de son existence dans l'au-delà. Pendant longtemps, le cinéma a transformé cette fonction sans totalement l'oublier. Dans les premiers films Universal, le tombeau est déjà un lieu de mystère et de transgression, mais il reste associé à une histoire personnelle. C'est là que repose Imhotep, condamné pour avoir défié les règles de son époque. C'est là que Caris veille sur la mémoire d'Ananka. Même dans les récits d'aventure de Summers, bien que le tombeau soit bien plus dangereux qu'à l'accoutumée, sa découverte ouvre encore une fenêtre vers une civilisation disparue. Le film de 2017 rompt avec ses prédécesseurs. Le tombeau n'est plus un lieu où le passé attend d'être découvert, il devient un espace caché aux yeux du monde, conçu pour retenir une menace. Le sarcophage d'Amanet n'est plus celui d'une défunte que l'on accompagne vers l'éternité, c'est une prison destinée à empêcher son retour et dont la simple vue est censée inspirer la crainte. Les symboles funéraires changent alors de fonction. Ils ne protègent plus la mémoire d'un mort, mais maintiennent enfermée une force que les vivants ne doivent jamais réveiller. Ce changement est révélateur de la manière dont le cinéma contemporain réinterprète les anciens mythes. Là où la pensée funéraire égyptienne voyait dans la mort une transformation et une continuité, le récit fantastique moderne y voit plus volontiers une rupture. Le passé n'est plus un monde avec lequel il faut entrer en relation, il devient une menace qui cherche à revenir. La momie de 2017 retrouve ainsi une idée très ancienne du cinéma fantastique, celle du tombeau comme origine de l'horreur. Mais elle abandonne définitivement ce qui faisait la singularité des premières incarnations de la créature. La question n'est plus « que reste-t-il de ceux qui nous ont précédés ?» Elle devient « qu'avons-nous réveillé que nous aurions dû laisser dormir ?» Cette évolution apparaît également dans les références religieuses mobilisées par le film. Depuis ses origines, la momie cinématographique entretenait, même de manière très libre, un lien avec l'univers funéraire d'Osiris et d'Isis. C'est autour de cette dyade que se construisaient les notions de mort, de renaissance, de jugement et de continuité de l'existence qui irriguaient, de près ou de loin, les différentes incarnations d'Imhotep ou de Caris. En choisissant de placer Amanet sous l'autorité de Seth, le film opère un déplacement significatif. Amanet comprit, le pouvoir n'est pas donné, il faut le prendre. Jurant de se venger, elle fit le choix d'embrasser le mal, Seth, le dieu de la mort. Certes, la religion égyptienne ne saurait être réduite à une opposition simpliste entre le bien et le mal, et Seth demeure une divinité aux fonctions complexes. Mais, dans le récit osirien, il est avant tout celui qui rompt l'ordre du monde par le meurtre de son frère. Un petit différend familial, vous pouvez supporter ça une fois de temps en temps, non? La momie n'est donc plus associée, même indirectement, à une logique de renaissance ou de préservation. Elle devient l'instrument d'une puissance fondée sur la conquête, la corruption et le désordre. Le cinéma s'éloigne ainsi encore davantage des croyances funéraires qui avaient pourtant constitué le point de départ de toute cette histoire. Ce déplacement s'accompagne d'une autre transformation, plus discrète, mais tout aussi révélatrice. Pour la première fois, la momie n'est plus véritablement le centre de son propre film. Les œuvres de Freund, de Fisher ou de Summers étaient avant tout construites autour de leur créature. Ici, le récit partage constamment l'attention du spectateur avec un projet plus vaste. L'organisation Prodigium, dirigée par le Dr Jekyll, les multiples allusions aux autres monstres du catalogue Universal, et les nombreuses pistes laissées ouvertes témoignent d'une ambition qui dépasse largement Amanet elle-même. La momie n'est plus seulement un personnage, elle devient la première pierre d'un univers que le studio espérait développer au fil de futurs films. Il y a là une forme de paradoxe. Depuis près d'un siècle, chaque nouvelle adaptation avait transformé la créature pour répondre aux attentes de son époque, sans jamais lui retirer sa place centrale. En 2017, la métamorphose est d'une autre nature. La momie n'est plus seulement réinventée, elle est intégrée dans un récit qui regarde déjà au-delà d'elle-même. Son histoire ne constitue plus une fin en soi, mais le commencement d'un ensemble plus vaste. Le projet du Dark Universe ne survivra finalement pas à cet unique film,
mais cette tentative demeure révélatrice d'une nouvelle manière de concevoir les grands mythes cinématographiques. Ils ne sont plus seulement des histoires que l'on raconte, mais les éléments d'un univers que l'on cherche à faire vivre. Cette année encore, une nouvelle incarnation de la momie est venue envahir les salles de cinéma. Pourtant, nous ne pouvons pas la retenir dans le cadre de cette analyse. Si ce film reprend certains éléments visuels associés à la créature, son récit s'inscrit davantage dans la tradition du film de possession et d'exorcisme que dans celle du mythe de la momie, tel qu'il s'est construit au cinéma. Il témoigne d'une nouvelle évolution de l'imaginaire fantastique, mais s'éloigne trop de la figure étudiée ici pour pouvoir être intégré à cette généalogie. Ouais, c'est pas faux. Depuis Boris Karloff jusqu'à Sofia Boutella, la momie n'aura donc cessé de changer de visage. Prêtre maudit, gardien d'un tombeau, monstre gothique ou princesse déchue, elle s'est transformée au rythme des attentes de chaque époque. Pourtant, derrière ces métamorphoses successives, une constante demeure. La momie ne nous parle jamais vraiment de l'Égypte ancienne. Elle parle avant tout de notre manière d'imaginer cette Égypte, de nos fascinations, de nos inquiétudes et de nos propres récits. C'est là que réside sa plus grande singularité. Contrairement aux vampires ou aux loups-garous dont le danger naît de la créature elle-même, la momie est presque toujours réveillée par les vivants. Elle n'apparaît que parce qu'une tombe a été ouverte, qu'un interdit a été franchi ou qu'un passé a été dérangé. En ce sens, elle est moins l'origine de la catastrophe que sa conséquence. Dès lors, une dernière question s'impose. Si la momie est presque toujours réveillée par les hommes, qui est véritablement responsable du drame ? La créature revenue d'entre les morts ou ceux qui ont choisi de troubler son repos ? C'est la faute à qui tout ça, hein? Depuis ses premières apparitions cinématographiques, la momie repose sur une mécanique narrative étonnamment constante. Elle ne revient jamais sans raison. Elle n'est pas une créature qui surgirait du hasard, comme une force maléfique attendant simplement son heure. Son réveil est toujours la conséquence d'une action humaine. Une tombe ouverte, un rituel interrompu, un objet déplacé ou un savoir utilisé sans en comprendre la portée. Cette idée trouve évidemment une partie de son origine dans l'imaginaire né autour de la découverte de la tombe de Toutankhamon. La prétendue malédiction qui aurait frappé Lord Carnarvon et certains membres de son entourage a profondément marqué la culture populaire, en associant l'archéologie à une forme de transgression. Mais cette fascination ne repose pas uniquement sur la peur d'un châtiment surnaturel. Elle révèle quelque chose de plus profond. Une inquiétude face au regard que les sociétés occidentales portent sur les civilisations anciennes. Car dans la plupart des récits de momies, les véritables victimes ne sont pas punies parce qu'elles ont rencontré un monstre. Elles sont punies parce qu'elles ont cru pouvoir s'emparer d'un monde qui n'était pas le leur. Le tombeau devient alors le symbole d'une frontière franchie. Celui qui y pénètre pense découvrir un objet d'étude, un trésor ou une connaissance oubliée, mais il oublie que ce lieu avait une signification pour ceux qui l'ont construit. Il transforme un espace sacré en objet de curiosité. Il réduit une civilisation à ses vestiges visibles, sans chercher à comprendre les croyances et les valeurs qui leur donnaient sens. C'est en cela que la momie est une figure particulièrement intéressante. Elle n'est pas seulement le retour d'un mort, elle est le retour de ce que les vivants ont refusé de voir. Derrière les bandelettes et les malédictions se cache une même idée. Le passé n'est pas une possession, il n'est pas un simple réservoir d'images, de trésors ou de récits que l'on pourrait librement exploiter. Il demeure une réalité étrangère, avec ses propres règles que l'on approche toujours avec le risque de mal la comprendre. La peur de la momie est donc aussi une peur de l'arrogance, celle d'une civilisation qui croit pouvoir ouvrir toutes les portes, traduire tous les mystères et maîtriser toutes les traces laissées par ceux qui l'ont précédée. La véritable menace n'est jamais uniquement celle qui repose dans le tombeau, elle naît aussi de ceux qui choisissent de l'ouvrir, de ceux qui pensent pouvoir s'approprier ce qu'ils ne comprennent pas totalement. Derrière la peur de la momie se cache ainsi une interrogation plus profonde. Que se passe-t-il lorsque nous cessons de considérer le passé comme une histoire à comprendre pour n'y voir qu'un objet à posséder ? C'est ce qui fait la force durable de cette créature. La momie n'est pas seulement un monstre de cinéma, elle est le reflet des sociétés qui l'ont imaginé, de leur fascination comme de leurs inquiétudes. Vouloir régner en maître était un rêve, mais c'est nous qui dépendions des machines pour survivre. Nous voilà les victimes de ce que nous appelions l'ironie du sort. Les anciens Égyptiens avaient des momies, mais ils n'avaient pas la momie. Ils avaient des rites funéraires destinés à préserver le corps, des textes accompagnant le défunt dans son voyage vers l'au-delà, des tombeaux conçus comme des espaces de continuité entre le monde des vivants et celui des morts.
Il n'avait pas une créature surgissant de l'obscurité pour punir ceux qui troublaient son repos. Cette figure est née bien plus tard, de la rencontre entre plusieurs imaginaires. D'abord celui d'une civilisation ancienne dont les vestiges ont fasciné l'Occident, puis celui de nos propres peurs. La peur de la mort, la peur du passé qui revient, la peur de franchir des limites que nous ne comprenons pas. Enfin, celui de la littérature et du cinéma qui ont transformé ces inquiétudes en une figure devenue universelle. La momie n'est donc pas l'adaptation d'un mythe égyptien oublié. Elle est un mythe nouveau, construit à partir d'éléments réels, mais façonné par des siècles de récits et de représentations. C'est ce qui fait d'elle une créature particulièrement singulière dans l'histoire du cinéma fantastique. Elle semble venir du passé, mais ce passé est en grande partie une création du présent. Elle prétend être un vestige d'une civilisation disparue, alors qu'elle est avant tout le reflet des époques qui l'ont imaginée. Chaque génération a ainsi réveillé une momie différente. Mais c'est ce qui fait le véritable pouvoir des mythes. Ils ne survivent pas parce qu'ils restent identiques, ils survivent parce qu'ils acceptent de changer. La momie n'est pas seulement un monstre revenu d'entre les morts, elle est une histoire qui refuse de mourir. Et c'est pour cela qu'après plus d'un siècle de cinéma, elle continue encore aujourd'hui à sortir de son tombeau. Tu vas pouvoir régner en enfer. Souviens-toi, dans les sables d'Égypte, les morts ont attendu des millénaires avant de retrouver leur place dans l'imaginaire des vivants. Mais une autre momie fut oubliée au cours de cette histoire, celle d'un empereur de Chine, ressuscité en 2008 dans la tombe de l'empereur dragon. Un souverain enterré avec son armée, revenu d'entre les morts pour retrouver le pouvoir qu'il avait perdu. Une figure qui ne raconte plus seulement la peur d'un passé enfoui, mais le rêve d'une grandeur disparue que l'on voudrait faire renaître. Car derrière cette nouvelle résurrection se cache un autre récit, celui d'une civilisation qui cherche dans son histoire les symboles de sa puissance, celui d'un pays qui transforme ses légendes en miroir de son identité. Mais cette résurrection dit aussi quelque chose du regard porté sur les mythes. Elle est la réinvention d'un passé par un cinéma qui l'observe depuis l'extérieur, qui transforme une histoire ancienne en spectacle destiné au monde entier. Mais que se passe-t-il lorsque ceux qui racontent un mythe sont aussi ceux qui l'ont vu naître ? Lorsque le cinéma ne cherche plus seulement à représenter une civilisation disparue, mais à faire revivre sa propre mémoire. Car certains récits ne sont pas seulement des histoires du passé, ils deviennent des symboles, transmis de génération en génération, capables de raconter une vision d'un peuple, de son histoire et de sa place dans le monde. Parmi eux figure l'un des plus grands récits de la culture chinoise, une histoire de guerre et de conquête, de fidélité et de trahison, d'amour impossible et d'hommes cherchant à bâtir un monde nouveau. Une histoire où les ambitions humaines deviennent des mythes. Une histoire où les héros ne sont plus seulement ceux qui remportent les batailles, mais ceux dont les noms traversent les siècles. Les 3 royaumes nous attendent. In a country shaken by years of civil war, a powerful warlord's quest for domination threatens all who stand in his way. Now, the destiny of an empire and the fate of millions will depend on the fight of a few. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Les mythes ne survivent pas parce qu'ils restent immobiles, ils traversent les siècles, changent de visage et trouvent de nouvelles formes pour continuer à nous parler. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez contribuer vous aussi à cette nouvelle forme de transmission en le soutenant d'un j'aime, d'un commentaire ou d'un partage. C'est ainsi que ces histoires continuent leur voyage de génération en génération. À bientôt dans Mythobobine, là où les mythes entrent en scène et où le cinéma les réinvente.